Bonjour. Voilà, c'est parti, le cessez-le-feu, ou plutôt la cessation des hostilités, a été annoncée à la fois par la Russie et par les États-Unis. Il aura fallu simplement 2 semaines, moins encore, à John Kerry et à Sergei Lavrov pour conclure cet accord, alors que depuis 3 ans et demi, les Nations Unies, sous l'autorité de Jeffrey Feltman, ont fait traîner les choses et ont rendu impossible, ont saboté en permanence toute tentative de fin de cette guerre. Lorsque l'accord est intervenu, John Kerry l'a annoncé de son côté au peuple états-unien, mais en Russie, le président Poutine a interrompu les programmes télévisés, il est intervenu directement pour annoncer la nouvelle parce que c'est quelque chose, à ses yeux, de la plus haute importance. Et le président Poutine a prévenu, ne soyons pas trop optimistes. Souvenons-nous que dans de nombreux cas, au Yémen, en Libye, les accords de cessez-le-feu n'ont pas été respectés du fait de la mauvaise volonté d'une des parties. Alors, quelle est la différence entre cessation des hostilités et cessez-le-feu? Eh bien, la cessation des hostilités, c'est uniquement le fait d'arrêter de tirer les uns sur les autres, tandis que le cessez-le-feu a une certaine consolidation et il a surtout des conséquences juridiques. Donc, pour le moment, nous sommes dans la première étape qui devrait démarrer vendredi soir à minuit, heure de Damas. Alors, dans la presse occidentale, chacun explique qu'il ne faut pas croire les Russes, que ce sont des grands méchants, que ce sont eux qui entretiennent la guerre, etc. Et donc, des personnalités comme John McCain prédisent l'échec du cessez-le-feu. Mais nous devons essayer de comprendre quel est le raisonnement de la Russie depuis le début de cette guerre. D'abord, la Russie a une expérience des djihadistes depuis 1978. Souvenez-vous, à l'époque, les États-Unis, la CIA, M. Brzezinski particulièrement, avaient organisé le transfert de combattants arabes islamistes en Afghanistan pour lutter contre le gouvernement communiste afghan. Et devant cet afflux de combattants, devant les problèmes de sécurité qui existaient alors en Afghanistan, le gouvernement communiste afghan avait appelé l'armée rouge à la rescousse. En aucun cas, l'armée rouge n'a jamais envahi l'Afghanistan, elle a été appelée par le gouvernement communiste. Ensuite, la Russie a dû se confronter à ces djihadistes en Bosnie-Herzégovine et puis surtout en Tchétchénie. Pas la première, mais la deuxième guerre de Tchétchénie. Et souvenez-vous, à l'époque, comment on regardait de l'extérieur ce conflit. Ici, dans les pays arabes et musulmans, on disait que on se sentait solidaire des combattants musulmans tchétchènes, et donc on voyait la Russie comme une puissance orthodoxe qui tapait sur des musulmans. Et puis en Occident, où on était toujours dans l'esprit de la guerre froide, on expliquait que les méchants russes tapaient sur leur propre peuple. Mais quand on regarde ce qui s'est vraiment passé en Tchétchénie, on se rend compte que c'est exactement ce qui se passe ici. Il n'y a pas de différence dans la manière d'appliquer la charia ou de couper des têtes entre ce qu'ont fait les responsables de l'émirat islamique d'Itchkéry, c'est ainsi qu'on appelait la Tchétchénie à l'époque, l'émirat islamique d'Itchkéry, et ce que font ici les responsables de Daesh. Il se trouve qu'en Russie, l'homme qui a vaincu les islamistes, c'était Vladimir Poutine. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il est aujourd'hui président de la Fédération de Russie. Donc, lorsque les événements ont commencé ici en 2011, Vladimir Poutine a tout de suite compris ce qui allait se passer. Il se souvenait de la manière dont les Occidentaux avaient soutenu les djihadistes en Tchétchénie. Il se souvenait des crimes des djihadistes en Tchétchénie. C'est pourquoi en 2012, donc il y a déjà plus de 3 ans, presque 4, en 2012,
il avait déclaré que la Syrie était une affaire intérieure russe. Il a pris l'engagement à ce moment-là auprès du gouvernement syrien de venir avec son armée aider à combattre les djihadistes. Mais il lui a fallu 3 ans pour préparer cette armée et pour affiner, réaliser des armes nouvelles que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. Le point de vue russe, c'est donc une volonté de se débarrasser de ces djihadistes. Et il se trouve que le 10 février dernier, donc juste avant la réunion de Munich, le 10 février dernier, l'ambassadeur Chourkine a remis au Conseil de sécurité un bref rapport de renseignement de 2 pages dans lequel les services secrets russes détaillent les liens entre la Turquie et les djihadistes, particulièrement ceux de Daesh, mais pas uniquement eux. Lorsqu'on étudie en détail ce rapport, on voit qu'il renvoie à toutes sortes d'opérations précédentes. Et la vraie découverte, c'est que, bien sûr, aujourd'hui, les djihadistes ne sont en Syrie que par la volonté et avec le soutien de la Turquie. Mais il se trouve qu'à l'époque de la Seconde Guerre de Tchétchénie, ce sont les mêmes réseaux turcs qui servaient à la CIA pour soutenir les djihadistes. En effet, à l'époque, seuls les États-Unis étaient l'État impliqué dans le soutien à ces djihadistes. Jamais la Turquie en tant qu'État, pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie, n'est intervenue. Mais les réseaux turcs étaient ceux du Refah, le prédécesseur de l'AKP, le parti de M. Erdogan. Et donc les gens qui ont soutenu les djihadistes pour commettre leurs crimes en Tchétchénie sont les mêmes que ceux qui soutiennent aujourd'hui les djihadistes pour commettre leurs crimes en Irak et en Syrie. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils disposent d'un État. Si l'on lit ce rapport de renseignement, on se rend compte que la Turquie n'a cessé de violer les résolutions des Nations Unies. À l'évidence, ce qui se prépare aujourd'hui est une action conjointe des États-Unis et de la Russie pour en finir avec le système de M. Erdogan.